Salut à tous, alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour expliquer pourquoi les filles font autant de photos de leur nourriture sur les réseaux sociaux. Alors nous les mecs, on peut parfois un peu s'en étonner et parfois se dire que c'est un peu inutile, mais en fait pas du tout, c'est révélateur d'un comportement très profond, exactement comme ce que j'expliquais avec les selfies chez Starbucks. C'est-à-dire que quand on observe un comportement à une échelle, là c'est du mondial, hein, puisque c'est Internet. Qu'on observe un comportement à une échelle mondiale et surtout qui perdure dans le temps, c'est que ça a forcément une cause très profonde, dirons même évolutionniste. Alors, quelle est la cause de ce comportement? Et surtout, pourquoi on observe une nette différence entre hommes et femmes? C'est-à-dire qu'on voit beaucoup moins de mecs qui prennent systématiquement leur plat au restaurant en photo ou bien leur petit-déj, les petits déjeuners fitness, fit girl et tout ça. Bon, ils le font aussi, hein, mais c'est des tendances générales, quoi. Alors, pour expliquer ça, on peut revenir il y a 3 millions d'années en arrière, lorsque nous étions des primates bipèdes, des préaustralopithèques ou des australopithèques, et que nous sommes passés en savane, donc dans les savanes d'Afrique subsaharienne. Alors, à la base, nous venons de primates qui ressemblaient beaucoup aux chimpanzés, enfin, morphologiquement beaucoup plus au bonobo, mais il devait avoir un système social beaucoup plus proche de celui des chimpanzés, avec des femelles qui étaient quadrupèdes, hein, donc qui marchaient à quatre pattes. Et quand vous regardez les femelles chimpanzés, vous pouvez voir qu'elles portent leurs petits sur le dos, tout le temps. Donc elles peuvent grimper avec, elles courent avec et tout ça. Alors en forêt, il n'y a pas énormément de gros prédateurs. Il peut y en avoir, hein, mais il n'y en a pas énormément, surtout en 2017, où l'être humain a liquidé une grosse partie des gros prédateurs, hein. On ne trouve plus de tigres à dents de sabre et tout ça, quoi. Alors, euh, le principal effet de ces femelles qui peuvent porter un petit sur le dos, c'est qu'elles peuvent le nourrir et s'en occuper à 100% de façon indépendante. Elles n'ont pas besoin des mâles. Les mâles chimpanzés sont là surtout pour défendre le périmètre du groupe, hein. Et puis ils se battent entre eux pour aller copuler un max de femelles. Alors ils peuvent jouer aussi avec les petits, bien sûr, ils participent un petit peu à leur éducation, mais c'est surtout la femelle qui va nourrir le petit, s'en occuper, tout ça. Alors, quand nous, nos premiers ancêtres se sont relevés, sont passés en position bipède, principalement pour une raison culturelle, hein. C'était euh, c'était surtout à la base de façon ludique. Puis après, ça a été adopté parce que ça apportait des avantages, hein, comme le bipède pouvait prendre un bâton et tout, et du coup, ça a été adopté de façon culturelle, quoi. Alors, après, donc, nous sommes restés, hein, parce que le squelette s'est adapté, et puis ça s'est transmis de génération en génération. Et puis, nous sommes passés en savane pour des raisons, des multiples facteurs, mais le principal, c'est, on pense, un gros changement climatique qui a eu lieu et qui a fait que la savane a progressé au détriment de la forêt. Et donc, inévitablement, des groupes d'Australopithèques, poussés aussi par sans doute une surpopulation dans les forêts, s'est retrouvés en savane, dans les savanes arborées, où là, c'est un tout autre milieu. On pourrait même dire que c'est l'enfer comparé aux forêts, hein. C'est-à-dire qu'en savane, ben déjà, il y a beaucoup moins d'arbres, hein. C'est des plaines herbeuses comme ça. Et surtout, il y a des énormes prédateurs, très gros prédateurs, vu qu'il y a des très gros herbivores qui ont un estomac adapté aux graminées qu'il faut digérer très fort, et du coup, ça fait des gros herbivores avec des systèmes stomacales très très développés et qui vont donc attirer les gros prédateurs qui n'étaient pas en forêt. Alors, nous, donc, nous sommes arrivés bipèdes là-dedans, hein, et le très 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 gros problème, c'était que les femelles, elles étaient plus quadrupèdes, elles marchaient désormais sur deux jambes. Mais le truc, c'est qu'elles pouvaient plus porter leurs petits sur le dos.
ça, les gens qui, par exemple, on se souvient tous qu'on était sur les épaules de son papa ou de sa maman, ou même si vous portez un petit enfant sur votre dos, vous savez très bien que vous n'allez pas commencer à courir avec. Hein. Limite, on peut trottiner un petit peu, un petit peu, mais on peut pas taper un sprint avec un petit sur le dos. Surtout que nos premiers australopithèques avaient une morphologie qui n'était pas encore bien adaptée à la position bipède. Donc il marchait sans doute très bien, mais quand il courait, il savait pas courir. Il savait pas taper le sprint encore. Le sprint apparaît vraiment à partir des rectus. On peut le voir à la morphologie du bassin. Et donc les australopithèques, quand ils couraient, même les mâles, hein, ils couraient de façon comme quand nous on marche vite. Hein. Donc, ils se dandinaient comme ça. Et les femelles étaient très handicapées avec leurs petits parce qu'elles ne savaient pas fuir. Donc il y a dû avoir une hécatombe terrible, hein, parce que bon, faut savoir que la savane, il y a 3 millions d'années, c'était quelque chose quand même. Hein. Alors il y a dû y avoir une hécatombe terrible, et c'est là que s'est mis en place une sorte de partenariat très développé entre les mâles et les femelles, qu'on appelle l'échange sexe-ressources, en gros. Hein. C'est un peu, bon, moi j'aime pas trop cette histoire d'échange sexe-ressources, mais à la base c'est ça. C'était en gros, les femelles restent près de l'arbre, hein, elles restent près du bosquet, où elles peuvent facilement grimper avec leurs petits, hein, en l'attrapant comme ça, et en grimpant dans l'arbre, hein, parce que les australopithèques avaient encore les membres, les bras très adaptés à la grimpe, et donc elles restaient près des bosquets d'arbres, un petit peu cueillir des petites fleurs, tout ça, des racines et tout autour. Mais si vous voulez, les mâles, eux, partaient en groupe, allaient chaparder des charognes au loin et tout ça, et les ramenaient aux femelles et aux petits. Donc c'est là que s'est instauré un échange, et c'est là que ça a été le début, en gros, de, de- déjà de la hiérarchie humaine, hein, avec une position de leader et tout ça pour stabiliser le groupe, et aussi le début du couple et de l'amour sentimental, comme nous on connaît. Un chimpanzé ne ressent pas un amour viscéral pour sa femelle. Il va pas aller se suicider parce qu'il s'est fait larguer par sa femelle. Mais nous, c'était le début de l'échange nourriture contre déjà le sexe, hein, l'occasion de se reproduire. C'est pour ça que les femelles ont perdu ce qu'on appelle les oestrus. Alors les oestrus, c'est quoi? C'est quand vous voyez une femelle chimpanzé qui est fécondable, elle a ses organes génitaux qui gonflent et qui deviennent tout rouges. Bon, nous, les femelles ont perdu ça, mais c'est justement en partie à cause de ça. Il y a aussi la position bipède, mais c'est en partie à cause de ça, parce que ça permettait de laisser un flou, euh, de ne pas indiquer au mâle quand la femelle était féconde, et du coup le mâle continuait d'aller chaparder des charognes pour sa femelle et ses petits. Voilà, plutôt que de ne chercher qu'à s'en occuper que quand elle est féconde, si vous voulez. Alors c'est là que donc s'est instauré le début du couple, et donc les femelles en savane étaient assez dépendantes des hommes, des mâles, parce que si vous voulez, elles pouvaient se nourrir et de, de racines et de fruits aux alentours avec leurs petits, mais c'était forcément pas assez. Hein, et d'autant qu'il fallait souvent bouger parce que voilà, il fallait aller chercher de l'eau, des trucs pareils, peut-être des autres tribus qui venaient et tout ça. Donc, il fallait souvent bouger. Et les mâles aussi ont eu évidemment besoin des femelles, hein, parce qu'il fallait s'occuper des petits et il fallait prendre soin du groupe. Alors, au fur et à mesure que l'être humain s'est développé et a commencé à savoir dominer les autres espèces, hein, avec l'apparition des outils, le développement des membres permettant de chasser, de devenir des chasseurs terrifiants et tout ça. Ça s'est un peu,
ça s'est un peu, je vais dire, relativisé. C'est-à-dire que les femelles n'avaient plus, avec l'apparition de la chasse, on est devenu vraiment pleinement chasseurs-cueilleurs, et donc les femelles pouvaient, avec leurs petits, cueillir des fruits et tout ça aux alentours, avec le petit qui restait aux alentours. Et comme on a viré progressivement la grosse partie des prédateurs, on va dire que ça allait. Mais les hommes continuaient à chasser et ramener le gros de la viande au, euh, à la tribu, hein. Alors, ça aussi, ça dépend, on va dire, du milieu. C'est-à-dire que, par exemple, dans le troisième chimpanzé de Jared Diamond, hein, il explique que lui a été en Nouvelle-Guinée, rencontrer des tribus néo-guinéennes, et il explique que la chasse, contrairement à ce qu'on pense, ben, ce n'est pas tellement, ça prend pas tellement d'importance, et que lui, de ce qu'il a vu, les hommes n'allaient pas chasser tous les jours, et que limite ils se vantaient, ils ressassaient les histoires de chasse qui avaient eu lieu il y a peut-être un an et que finalement ils faisaient pas grand-chose, ils chassaient pas vraiment, c'était pas des bêtes de chasseurs comme on s'imagine parfois les hommes préhistoriques. Mais là où Jared Diamond se trompe complètement, c'est déjà qu'on est en 2017, hein, donc il y a le gros des proies qui ont disparu, hein, je veux dire, on n'est plus comme il y a 30 000 ans même, hein. Et donc, ben, l'homme s'adapte à son milieu. Donc, si, euh, s'il y a moins de proies, évidemment que les hommes vont moins chasser. Ils vont essayer de trouver d'autres sources de nourriture. Alors, on est en Nouvelle-Guinée. Ben, en Nouvelle-Guinée, il fait hyper chaud, c'est un climat tropical, c'est bourré de fruits et tout ça. Et donc, les êtres humains ne sont pas aussi dépendants de la chasse et de la viande. Ils en ont pas autant besoin que quand on est monté dans des latitudes plus au nord, comme en Europe. Mais là, en Europe, si en été il fait assez riche, hein, je veux dire, vous vous promenez dans la forêt, il y a des fraises des bois, vous pouvez trouver des pommes et tout ça. Mais l'hiver, il n'y a rien. Il n'y a rien l'hiver. Et du coup, comment les êtres humains ont survécu l'hiver? Eh bien, ils devaient chasser le gros gibier. On savait faire que ça, hein. Tout le monde peut se balader l'hiver et il y a pas un fruit, hein. Et du coup, on devait chasser le gros gibier. Et là, rebelote, les femmes sont devenues presque aussi dépendantes des hommes que quand on est passé en savane il y a 3 millions d'années. Et donc, enfin, dépendant, c'est pas vraiment dépendant, on va dire que c'est une complémentarité, hein. C'est une entraide, un partage, hein. Les femmes restaient à la tribu à s'occuper des petits, à les élever, et à cueillir de temps en temps, à faire les vêtements et tout ça pour le froid, hein, parce que si on n'est pas habillé en Europe l'hiver, on est mort, hein. Et pendant ce temps-là, les hommes, eux, s'occupaient euh, euh, d'aller chasser les gros gibiers. Donc ils allaient sûrement buter 4-5 rennes d'un coup, ou bien un cheval, ou un bison, et puis ils ramenaient ça, et voilà, ils faisaient le festin pendant l'hiver. Alors c'est là qu'on peut comprendre d'où vient cette obsession, on va dire, des femmes pour la nourriture. C'est pas une obsession, mais on va dire que voilà, ils aiment bien. Eh bien, en fait, c'est tout simplement que ça les calme profondément. Ça les calme parce que ça les, euh, ça les rassure, si vous voulez. C'est un comportement qui est inscrit génétiquement en nous, hein. Il y a des comportements comme ça qui sont complètement inscrits et qu'on n'a même pas besoin d'apprendre, hein. Je vais dire, quand vous êtes la première fois que vous êtes tombé amoureux, on vous a pas appris à tomber amoureux. Ça s'est fait naturellement. Vous avez ressenti des trucs. Voilà, c'est des comportements inscrits génétiquement. Et donc pour les femmes et les filles qui font autant de photos de leur nourriture, c'est parce que ça les rassure et ça les calme. Ça leur apporte du bien-être, tout simplement. Alors, c'est pas qu'elles sont en extase quand elles font leurs photos, hein, mais disons que elles se sentent bien, tout simplement. Elles se sentent bien et c'est sain, on va dire, hein.
Euh, et d'ailleurs, on peut comprendre aussi que c'est un peu cette angoisse de ne pas avoir de nourriture, ben ça s'est même inscrit physiquement, puisque quand vous regardez les fesses des femmes, ben les fesses des femmes, c'est quoi? C'est tout simplement des réserves casseuses en cas de pénurie ou si elles ne trouvent pas, si leur, si le mâle est mort et ne peut pas ramener assez à bouffer et tout ça. C'est pour ça que la graisse des femmes, chez les femmes, c'est la plus dure à faire partir, parce que c'est le stock de sécurité. C'est le stock de sécurité qui permet, en cas de besoin, de se libérer pour aller se, se transformer pour donner du lait à l'enfant, nourrir, tout ça, quoi. C'est le stock de sécurité. Et du coup, eh bien, ça calme profondément les filles de se rendre compte qu'elles ont à manger et qu'elles sont rassurées, elles sont en sécurité. C'est pour ça qu'elles font autant de photos de leur nourriture, exactement comme les hommes vont faire des photos de leur bacon, de leur bagnole, de leur maison, parce que ça permet d'afficher leur statut social, hein, et ça permet aussi, bah, ils vont se rassurer sur leur situation, ils vont se dire, ouais, je suis un bon chasseur, voilà, c'est tout simplement ça. Donc voilà, 16 minutes. Euh, ouais, c'est très important de comprendre que ce n'est pas, il y a des choses que, si vous voulez, c'est pas un truc arbitraire. C'est pas moi qui est misogyne de dire les femmes se sont occupées des enfants, hein, les femmes sont restées au foyer pendant que les hommes allaient chasser. Non, c'est pas bien ou mal. C'est juste qu'on n'a pas su faire autrement. Et c'est comme ça que l'humanité a survécu, si vous voulez. C'était une juste complémentarité. Voilà, les hommes et les femmes sont complémentaires. Ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas. Et il n'y en a pas un qui doit prendre le super. Non, on est complémentaires. On est fait pour s'entraider, pour faire une équipe. Voilà. Je dis ça, ça coule de source, mais je dis ça parce qu'avec tous les discours qu'on entend, les discours féministes un peu tarés, qui comprennent rien à rien, si vous voulez, c'est pas les hommes qui se sont dit, nous on va aller explorer le monde, et vous les femmes, vous restez là et vous faites non. C'était une obligation. Voilà. D'ailleurs, ça se voit, je veux dire, ça se voit. Les hommes sont taillés pour la chasse, les femmes sont taillées pour l'éducation des petits et, et pour des tâches, je vais dire, qui demandent plus d'attention, comme par exemple la perception des couleurs. On entend souvent les femmes, vous savez, votre maman qui dit ouais, ça c'est couleur euh, rouge, pourpre, je sais pas, nous, les hommes, on est là, ben, rouge c'est rouge. Mais les femmes, non, elles ont une capacité de nuancer les couleurs très très fort, mais qui vient directement de la cueillette. Voilà, parce qu'elles savaient repérer les différentes sortes de fleurs, etc., etc. Et c'est pour ça aussi qu'elles ont une attirance si particulière pour les odeurs sucrées, hein, pour les parfums sucrés, le rose, tout ça. Ça vient de là, c'est des comportements inscrits génétiquement. Alors maintenant, l'époque a changé. Maintenant, les femmes peuvent aller travailler, elles peuvent, elles peuvent faire comme bon leur semble, hein, c'est pas la question, hein. Mais faut bien comprendre on a des logiciels de base. Et puis après, comme je dis souvent, on a des logiciels de base, et puis c'est à nous de voir ce qu'on fait avec. Mais il faut les connaître, il faut se connaître, il faut savoir d'où on vient. Et comme ça, on peut savoir ce qu'on fait maintenant et trouver des consensus et ne pas se faire la guerre. Ne pas se faire la guerre. Les hommes et les femmes sont pas faits pour se faire la guerre, ils sont faits pour s'entraider, pour former des équipes. On est complémentaires. Voilà, 19 minutes. J'espère que ça vous a intéressé. Et moi, je vous dis à la prochaine.